L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 9e, chapitre 5. La bienveillance ressemble à l'amitié, mais elle n'est pas précisément l'amitié. Elle peut s'adresser même à des inconnus sans qu'ils sachent le sentiment qu'on éprouve pour eux. Il n'en est pas ainsi de l'amitié comme je l'ai dit antérieurement. La bienveillance n'est pas non plus l'inclination à aimer, car elle n'a ni intensité, ni désir, symptômes qui d'ordinaire accompagnent l'inclination. Ainsi, l'inclination se forme par l'habitude, mais la bienveillance peut être même toute fortuite et par exemple s'attacher à des gens qui luttent. En les voyant combattre, les spectateurs deviennent bienveillants à leur égard et les aident de leurs vœux, sans d'ailleurs être du tout prêts à prendre fait et cause personnellement dans la querelle. Et alors, je le répète, cette bienveillance est toute de rencontre, et l'affection qu'elle excite n'est qu'à la surface. C'est que l'amitié, comme l'amour, commence, semble-t-il, par le plaisir de la vue. Car si d'abord on n'a point été charmé de l'aspect de la personne, on ne peut pas aimer. Ceci ne veut pas dire que par cela seul qu'on a été séduit de la forme, on en soit déjà à l'amour. Il n'y a de l'amour que quand on regrette l'absence d'une personne et qu'on désire sa présence. Il est bien vrai qu'on ne peut être ami sans avoir éprouvé préalablement la bienveillance. Mais il ne suffit pas d'être bienveillant pour aimer. On se contente de souhaiter du bien à ceux pour qui l'on ressent de la bienveillance, sans d'ailleurs être disposé à rien faire avec eux, ni à se gêner pour eux en quoi que ce soit. Ce ne pourrait donc être que par métaphore qu'on dirait de la bienveillance qu'elle est de l'amitié. Mais on peut dire qu'en se prolongeant avec le temps et en arrivant à être une habitude, la bienveillance devient une amitié véritable, qui n'est ni amitié par intérêt, ni amitié par plaisir, car la bienveillance ne s'inspire ni de l'un ni de l'autre de ses motifs. En effet, celui qui a reçu un service rend de la bienveillance en retour du bien qu'on lui a fait, et il remplit ainsi un devoir. Et quand on souhaite le succès de quelqu'un parce qu'on espère en retirer aussi quelque avantage, on semble être bienveillant, non pas pour cette personne, mais plutôt pour soi-même. Pas plus qu'on est un ami si l'on cultive quelqu'un en vue du profit qu'on en peut tirer. En général, la bienveillance est excitée par la vertu et par un mérite quelconque. Toutes les fois qu'une personne donne de soi à une autre personne l'idée de l'honneur, du courage ou de telle autre qualité de ce genre, comme les combattants que nous citions tout à l'heure. Chapitre 6. La concorde aussi paraît bien avoir quelque chose de l'amitié, et voilà pourquoi il ne faut pas la confondre avec la conformité d'opinion, car cette conformité peut exister même entre des gens qui ne se connaissent pas du tout mutuellement. On ne peut pas dire parce que des gens pensent de même sur un objet quelconque qu'ils ont de la concorde. Par exemple, si c'est sur l'astronomie. Être d'accord sur ces points-là n'implique pas la moindre affection. Au contraire, on dit que les États jouissent de la concorde quand on s'y entend sur les intérêts généraux, qu'on y prend le même parti et qu'on exécute de concert la résolution commune. La concorde s'applique donc toujours à des actions, et parmi ces actions à celles qui ont de l'importance et qui peuvent être également utiles aux deux parties, ou même à tous les citoyens, s'il s'agit d'un État. Quand tout le monde unanimement y juge, par exemple que tous les pouvoirs doivent être électifs, ou bien qu'il faut s'allier aux Lacédémoniens, ou encore que Pittacus doit concentrer dans ses mains toute l'autorité, que d'ailleurs lui-même accepte.
Quand au contraire, dans un État, chacun des deux partis veut le pouvoir pour lui seul, il y a discorde comme entre les prétendants des Phéniciennes. Car il ne suffit pas, pour qu'il y ait concorde, que les deux parties pensent de la même manière sur un certain objet quel qu'il soit. Il faut en outre qu'ils aient le même sentiment dans les mêmes circonstances. Et par exemple que le peuple et les hautes classes s'accordent à donner le pouvoir aux plus éminents citoyens, car alors chacun obtient précisément ce qu'il désire. La concorde ainsi comprise devient en quelque sorte une amitié civile, ainsi que je l'ai dit, car elle s'adresse alors aux intérêts communs et à tous les besoins de la vie sociale. Mais cette concorde suppose toujours des cœurs honnêtes. En effet, ces cœurs-là sont d'accord avec eux-mêmes d'abord, et ils y sont entre eux réciproquement, parce qu'ils ne s'occupent pour ainsi dire que des mêmes choses. Les volontés de ces esprits bien faits demeurent inébranlables, et n'ont pas de flux et de reflux comme l'Euripide. Ils ne veulent que des choses justes et utiles, et ils les désirent sincèrement dans l'intérêt commun. Loin de là, entre les méchants, la concorde n'est pas possible, si ce n'est pour de bien courts instants, pas plus qu'ils ne peuvent être longtemps amis, parce qu'ils désirent une part exagérée dans les profits et qu'ils en prennent le moins qu'ils peuvent dans les fatigues et dans les dépenses communes. Chacun ne voulant que les avantages pour soi, épie et entrave son voisin. Et comme l'intérêt commun n'est le souci de personne, il périt donc sacrifié. Alors ils tombent dans la discorde en essayant de se forcer les uns les autres à observer la justice sans que personne veuille s'astreindre à la pratiquer soi-même.